Suite de la lecture de La Peste. Mais, le lendemain matin, 18 avril, le docteur qui ramenait sa mère de la gare trouva M. Michel avec une mine encore plus creusée. De la cave au grenier, une dizaine de rats jonchaient les escaliers. Les poubelles des maisons voisines en étaient pleines. La mère du docteur apprit la nouvelle sans s'étonner. Ce sont des choses qui arrivent. C'était une petite femme aux cheveux argentés, aux yeux noirs et doux. « Je suis heureuse de te revoir, Bernard, disait-elle. Les rats ne peuvent rien contre ça. » Lui approuvait, c'était vrai qu'avec elle, tout paraissait toujours facile. Rieux téléphona cependant au service communal de dératisation dont il connaissait le directeur. Celui-ci avait-il entendu parler de ces rats qui venaient en grand nombre mourir à l'air libre? Mercier, le directeur, en avait entendu parler, et dans son service même, installé non loin des quais, on en avait découvert une cinquantaine. Il se demandait cependant si c'était sérieux. Rieux ne pouvait pas en décider, mais il pensait que le service de dératisation devait intervenir. « Oui, dit Mercier, avec un ordre. Si tu crois que ça vaut vraiment la peine, je peux essayer d'obtenir un ordre. »« Ça en vaut toujours la peine, dit Rieux. » Sa femme de ménage venait de lui apprendre qu'on avait collecté plusieurs centaines de rats morts dans la grande usine où travaillait son mari. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter. Car, à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent en effet des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes, dont l'agonie était trop longue. Mais depuis les quartiers extérieurs jusqu'au centre de la ville, partout où le docteur Rieux venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats attendaient en tas, dans les poubelles, ou en longues files dans les ruisseaux. La presse du soir s'empara de l'affaire, dès ce jour-là, et demanda si la municipalité, oui ou non, se proposait d'agir, et quelles mesures d'urgence elle avait envisagées pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne s'était rien proposé et n'avait rien envisagé du tout, mais commença par se réunir en conseil pour délibérer. L'ordre fut donné au service de dératisation de collecter les rats morts tous les matins à l'aube. La collecte finie, 2 voitures de service devaient porter les bêtes à l'usine d'incinération des ordures afin de les brûler. Mais dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Le nombre des rongeurs ramassés allait croissant et la récolte était tous les matins plus abondante. Dès le 4e jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupe. Des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts, ils montaient en longues files titubantes pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir près des humains. La nuit, dans les couloirs ou les ruelles, on entendait distinctement leurs petits cris d'agonie. Le matin, dans les faubourgs, on les trouvait étalés à même le ruisseau, une petite fleur de sang sur le museau pointu. Les uns gonflés et pudrides, les autres raidis et les moustaches encore dressées. Dans la ville même, on les rencontrait par petits tas, sur les paliers ou dans les cours. Ils venaient aussi mourir isolément dans les halls administratifs, dans les préaux d'école, à la terrasse des cafés quelquefois. Nos concitoyens stupéfaits les découvraient aux endroits les plus fréquentés de la ville. La place d'Armes, les boulevards, la promenade du front de mer, de loin en loin, étaient souillés. Nettoyée à l'aube de ces bêtes mortes, la ville les retrouvait peu à peu, de plus en plus nombreuses pendant la journée. Sur les trottoirs, il arrivait aussi à plus d'un promeneur nocturne de sentir sous son pied la masse élastique d'un cadavre encore frais. On eût dit que la terre même où étaient plantées nos maisons se purgeait de son chargement d'humeur, qu'elle laissait monter à la surface des furoncles et des sanis qui jusqu'ici la travaillaient intérieurement. Qu'on envisage seulement la stupéfaction de notre petite ville, si tranquille jusque-là, et bouleversée en quelques jours
comme un homme bien portant dont le sang épais se mettrait tout d'un coup en révolution. Les choses allèrent si loin que l'agence Ransdoc, renseignements, documentation, tous les renseignements sur n'importe quel sujet, annonça dans son émission radiophonique d'information gratuite 6231 rats collectés et brûlés dans la seule journée du 25. Ce chiffre, qui donnait un sens clair au spectacle quotidien que la ville avait sous les yeux, accrut le désarroi. Jusqu'alors, on s'était seulement plaint d'un accident un peu répugnant. On s'apercevait maintenant que ce phénomène, dont on ne pouvait encore ni préciser l'ampleur, ni déceler l'origine, avait quelque chose de menaçant. Seul le vieil Espagnol asthmatique continuait de se frotter les mains et répétait « Ils sortent !» avec une joie sénile. Le 28 avril, cependant, Ransdoc annonçait une collecte de 8000 rats environ, et l'anxiété était à son comble dans la ville. On demandait des mesures radicales, on accusait les autorités, et certains qui avaient des maisons au bord de la mer parlaient déjà de s'y retirer. Mais le lendemain, l'agence annonça que le phénomène avait cessé brutalement et que le service de dératisation n'avait collecté qu'une quantité négligeable de rats morts. La ville respira. C'est pourtant le même jour à midi que le docteur Rieux, arrêtant sa voiture devant son immeuble, aperçut au bout de la rue le concierge qui avançait péniblement, la tête penchée, bras et jambes écartés, dans une attitude de pantin. Le vieil homme tenait le bras d'un prêtre que le docteur reconnut, c'était le père Panelou, un jésuite érudit et militant qu'il avait rencontré quelquefois et qui était très estimé dans notre ville, même parmi ceux qui sont indifférents en matière de religion. Il les attendit. Le vieux Michel avait les yeux brillants et la respiration sifflante. Il ne s'était pas senti très bien et avait voulu prendre l'air. Mais des douleurs vives au cou, aux aisselles et aux aines, l'avaient forcé à revenir et à demander l'aide du père Panelou. « Ce sont des grosseurs, dit-il, j'ai dû faire un effort. » Le bras hors de la portière, le docteur promena son doigt à la base du cou que Michel lui tendait. Une sorte de nœud de bois s'y était formé. « Couchez-vous, prenez votre température, je viendrai vous voir cet après-midi. » Le concierge partit. Rieux demanda au père Panelou ce qu'il pensait de cette histoire de rat. « Oh, dit le père, ce doit être une épidémie. » Et ses yeux sourirent derrière les lunettes rondes.